Alors bon, donc dans le TP de biochimie des aliments, je vais d'abord restituer le TP. Le TP en temps normal se déroule en 3 chapitres. Donc vous avez là la partie 1, dosage des protéines dans les céréales. La deuxième partie, elle concerne les lipides. La troisième concerne les protéines. Bon, vu que maintenant on n'a pas beaucoup de séances présentielles, etc., vous n'avez une seule séance en présentiel, vu que sur 2 semaines, vous faites un TP sur 2 semaines. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est vous résumer vous condenser un peu les deux TP pour que vous puissiez manipuler le maximum. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire la partie théorique sur le dosage des protéines et la deuxième partie qui est sur les colorants. Je vous demande de suivre attentivement. Comme ça, je vais expliquer au maximum ce qu'il faut faire et pourquoi il faut le faire. Comme ça, le jour du TP, vous rentrez, vous faites que manipuler et les 2 heures de temps vous suffiront à manipuler pour les 2 TP. On va un peu réarranger pour pas perdre de temps. Et également, je vais vous envoyer à la fin un PDF qui va résumer toutes les étapes que vous allez ramener avec vous. Comme ça, on ne va pas se perdre. Donc, je vais commencer. Entre-temps, je vous demande si vous avez des questions ou vous n'avez pas compris un passage ou vous voulez que je le répète, vous intervenez en désactivant votre micro. C'est-à-dire que vous intervenez à l'oral. Je ne suis pas sûre de lire tous vos messages pendant la présentation. Et entre-temps, s'il vous plaît, coupez vos micros. Alors, je commence par la partie 1, dosage des protéines dans les céréales. Donc, ce qu'on va faire, bon, je vais vous donner l'objectif du TP, c'est qu'on aura 2 échantillons, un échantillon de farine de blé et un échantillon de semoule de blé. Ça va être la même céréale, qui est le blé. Ah, par contre, la différence entre la farine et la semoule, c'est la qualité du blé. La farine, c'est le blé tendre, la semoule, c'est le blé dur. Donc, c'est deux, on va dire, pas espèces, mais deux souches de blé différentes. On va faire l'extraction des protéines, puis on va doser ces protéines dans le but de savoir combien de protéines sont contenues dans la farine et dans le blé, et dans la semoule, pardon. Donc, on va pas. Premièrement, l'extraction des protéines. Vous aurez 2 tubes pour 2 échantillons. Donc, pour les 2 tubes, vous allez pour chacun des 2 tubes peser 0,5 g de chaque échantillon, c'est-à-dire 0,5 g de farine, 0,5 g de semoule, chacune dans un tube. Puis, lorsque vous avez ces 2 tubes avec les 0,5 g partout, vous allez rajouter 5 ml d'eau distillée. Alors, une fois que vous aurez le mélange farine-eau ou semoule-eau, vous allez agiter vigoureusement le tube pendant une dizaine de secondes afin de bien mélanger pour pas qu'il reste un peu de farine ou de semoule colmatée en bas. Donc, vous allez bien agiter, puis vous allez laisser décanter 5 minutes. Décanter, c'est-à-dire toute la poussière, toute la farine et la semoule va aller retomber vers le bas. On laisse environ 5 minutes. Après ces 5 minutes, vous aurez donc les protéines solubilisées dans l'eau et vous aurez un culot. Alors, le culot, il correspond à la farine et la semoule. Et le surnageant, on va dire, c'est l'eau avec les protéines qui ont été solubilisées. Donc, les protéines sont hydrosolubles, elles sont solubles dans l'eau. C'est pour ça qu'on utilise l'eau comme solvant pour les protéines. C'est-à-dire que c'est l'eau, vu que c'est un solvant pour les protéines et que les protéines sont solubles dans l'eau, quand on mélange notre échantillon, qui est farine ou semoule, avec l'eau, on va avoir des protéines qui vont aller se dissoudre dans l'eau. Donc, du coup, on va utiliser cette eau, qui est le surnageant, pour doser les protéines, parce que c'est elle maintenant qui va contenir les protéines de nos échantillons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 petits tubes, un petit tube pour chaque grand tube, où on va prendre du surnageant. Bon, d'abord, les tubes, on va les numéroter, donc, enfin, leur donner des codes, parce qu'à partir de là,
La farine et la semoule, vous pouvez faire la différence, ne serait-ce que avec la couleur. Par contre, lorsqu'on a les protéines solubilisées dans l'eau, vous aurez les mêmes, ça sera la même couleur. On ne peut pas différencier entre eux. Donc, avant de commencer à faire les recettes, parce qu'on est les faire. Alors, avant de commencer à travailler donc, lorsqu'on prend nos petits tubes, on devra leur mettre des petits codes. Donc, on va mettre un F pour la farine et un S pour la semoule. Comme ça, on pourra les différencier. On va prendre de chacun des tubes, des grands tubes, 0,2 ml du surnageant qu'on va mettre dans le petit tube. On va laisser ça de côté. Donc ça, c'est la partie extraction des protéines. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la gamme étalon. Donc, la gamme étalon, c'est quoi? Donc, un étalon, c'est un standard, c'est une référence. Donc, on va comparer à cette référence pour pouvoir, euh, faire le dosage. Donc, la gamme étalon, c'est une série de dilutions d'une molécule connue de référence à une concentration connue. Par exemple, cette gamme étalon, elle concerne tous les paramètres à étudier, hein. Si on veut étudier les glucides, les lipides et les protéines ou autres, on peut faire une gamme étalon. Et à chaque fois, la gamme étalon, elle contient une molécule connue et de référence de la molécule que je cherche. Par exemple, si je veux doser les protéines, on a des protéines qu'on considère des protéines de référence. Par exemple, la BSA, l'albumine ou la gélatine sont considérées comme des molécules de référence. Donc, quand je veux doser les protéines, je vais faire une gamme étalon de albumine ou gélatine ou BSA. Cette molécule de référence, elle sera à concentration connue dans la solution mère avant de faire les dilutions. Parce que justement, on devra connaître les concentrations pour pouvoir comparer ces concentrations-là, ces résultats, avec notre échantillon qui a une concentration inconnue. Donc, dans ce TP, on va faire une concentration de la solution mère à 1 g par litre. Donc, on va préparer une solution, par exemple d'albumine, à 1 g par litre. Puis, on va faire une série de dilutions. Donc, vous avez dans ce tableau les dilutions. Vous aurez 5 tubes, 5 petits tubes. Chaque tube contiendra donc soit 0 g de protéines, parce qu'on va mettre 0 ml de la solution mère. Ça veut dire que ce tube ne contiendra rien, il contiendra que de l'eau. Puis on aura le deuxième qui va contenir que la solution de protéines, donc il sera à 1 g par litre. Alors le premier tube qui ne contiendra rien sera qualifié de blanc. Un blanc, c'est un tube qui ne contient que de l'eau. Il contient aucune molécule qu'on cherche à doser. Le deuxième, donc, c'est la solution mère, parce qu'on va mettre que la solution mère et 0 de l'eau. Cette solution mère, elle sera donc concentrée à 1 g par litre. Et on a la première dilution, où on va donc progressivement, dans la première, la deuxième et la troisième, on va progressivement diminuer le volume de la solution mère et le remplacer par de l'eau. Et au final, on doit obtenir les 4 tubes, enfin les 5 tubes, avec le même volume final, qui est de 1 millilitre. Donc vous avez 1, 1. Quand vous avez 0,75, vous rajoutez 0,25, 0,5, 0,5, 0,25, 0,75. J'espère que j'ai été bien claire là-dedans. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter Je répète quoi? Ou juste à partir d'où? le tableau.
Le tableau. Alors, le tableau, il représente les séries de dilutions qu'on devra faire pour faire notre gamme étalon. Est-ce que vous avez compris déjà, c'est quoi la gamme étalon? Oui, madame. Très bien. Donc, notre gamme étalon, elle va nous servir pour comparer. Et donc, du coup, la gamme étalon, regardez, on aura tous les tubes à des concentrations bien connues. C'est avec ces tubes qui ont des concentrations bien connues qu'on va comparer notre échantillon qui a une concentration inconnue. Et avec ça, on va pouvoir on va pouvoir calculer sa concentration. Bon, le premier tube d'une gamme étalon, c'est ce qu'on appelle le blanc. Alors, le blanc, c'est une solution qui ne contient pas de protéines. Bon, dans notre cas, c'est la protéine. Si on est en train de faire une gamme étalon de lipides, il ne doit pas contenir de lipides. Si on doit faire une gamme étalon de glucides, il ne doit pas contenir de glucides. Si on doit faire une gamme étalon d'hormones, il ne doit pas contenir d'hormones, etc. Dans notre TB, on dose les protéines. Le blanc, il ne contient pas de protéines. Comme nous, on va faire les dilutions, les protéines, on a dit, elles sont solubles dans l'eau. Donc, même les dilutions, on va les faire avec de l'eau distillée. Donc, le blanc, il va contenir 1 millilitre d'eau distillée et 0 millilitre de la solution mère, qui est une solution de protéines. Comme ça, il contiendra donc 0 g par litre de protéines. Après, c'est à partir de là, les 4 autres tubes, on va faire des dilutions. Donc, le premier tube, on ne va pas faire de dilution. On va prendre la solution mère telle qu'elle est, à 1 g par litre. On va prendre 1 millilitre et 0 millilitre d'eau. Comme ça, la solution mère, elle sera à 1 g par litre. On ne l'a pas changée. La deuxième solution, on va diminuer un peu du volume de la solution mère, c'est-à-dire qu'on va mettre 0,75 millilitres de la solution mère, auquel on va compléter à 1 millilitre avec de l'eau distillée. Donc, si on doit compléter avec de l'eau distillée 0,75, on devra rajouter 0,25 pour arriver à 1. Vous me suivez? Donc, et la même chose pour les autres tubes qui restent. À chaque fois, on diminue un peu et on remplace par l'eau. De telle sorte à ce qu'à la fin, tous les tubes contiendront un volume final de 1 millilitre. Donc, la gamme étalon, c'est une série de dilutions. Voilà, on aura du plus concentré vers le moins concentré. Donc, c'est une série de dilutions d'une protéine de référence qu'on a mis à une concentration connue. Et on y rajoute un blanc qui ne contiendra rien. Vous connaîtrez l'utilité du blanc par la suite. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Très bien. Donc, une fois qu'on a mis ce tableau, donc je l'ai mis un peu plus haut. Donc, on va avoir nos deux tubes qu'on a préparés avant, donc 0,2 ml de farine, 0,2 ml de semoule. Puis, on va ramener 5 autres tubes qu'on va numéroter de 0 à 4, et ils devront contenir 0,2 ml de chaque solution qu'on a préparée. Au final, on devra avoir 7 tubes qui contiennent exactement le même volume. Parce que si on a un volume différent dans un tube, ça va nous fausser les résultats. Donc, si on a 0,2 dans la farine, 0,2 dans le tube semoule, dans les 5 autres tubes, nous, on aura nos tubes, nos premiers tubes. Ça, ce tableau, ça va être 5 tubes qui vont contenir 1 millilitre chacun de la solution qu'on va préparer. Puis, de ces tubes-là, c'est-à-dire de ce qui a été fait à partir de ce tableau, on va prendre de chaque tube 0,2 millilitres dans le petit tube correspondant. Au final, on aura 7 tubes. Ces 7 tubes, Madame, pardon, madame, pour les valeurs qu'on a dans le tableau, comment on les trouve? vous ne les trouvez pas, on vous les donne, Ah, parce que c'est d'accord. des calculs. Bon, la première ligne, c'est les numéros d'échantillon, il n'y a rien à faire. C'est une numérotation de 0 à 4.
Le reste, c'est justement la série de dilutions. Alors bon, en temps normal, si vous êtes amené vous-même à faire la gamme étalon de votre tête, vous choisissez vous-même la dilution que vous voulez et vous notez vous-même les volumes qui vous permettront d'arriver aux dilutions et aux concentrations que vous voudriez. Dans ce TP, on vous donne les volumes à mettre pour atteindre les concentrations qu'on veut que vous atteigniez. Par exemple, donc, nous, déjà, on vous a dit de préparer une solution mère à 1 gramme par litre, puis on vous demande de faire les dilutions avec ces volumes-là. C'est pas un exemple, c'est le TP, il est comme ça, d'accord? D'accord, merci. De rien. Ensuite, on prend donc les 0,2 millilitres partout, puis dans ces 7 tubes, on va avoir la première solution. Celle-là, c'est la solution cuivrique de l'eau. Elle est composée de 2 solutions. On a une solution A, une solution B. Ces 2 solutions, on va les mélanger. On va avoir donc une solution bleue. Cette solution, après, je vous demanderai dans le compte rendu de me détailler à quoi elle sert. Vous allez trouver ces informations sur Internet. Ça va être votre travail personnel. Donc, la solution cuivrique, on va prendre 1 millilitre qu'on va mettre dans tous les tubes. Donc, chaque tube contiendra désormais 0,2 millilitres de l'échantillon plus 1 millilitre de la solution cuivrique. D'accord? Donc, cette solution cuivrique, elle sert dans un premier temps à faire une certaine réaction avec les protéines. Pour que cette solution fasse son action avec les protéines qu'on cherche à doser, on devra la laisser agir pendant 10 minutes. Donc, on va mettre les 1 millilitre, on va laisser nos tubes de côté pendant 10 minutes, le temps de la réaction. Ensuite, on disposera d'un deuxième réactif qu'on appelle le réactif de Folin, qui va servir à révéler une couleur. C'est lui qui va développer une coloration de l'échantillon. Là, on va devoir mettre 0,1 millilitre du réactif dans chaque tube. Au final, donc à ce stade, nos tubes contiennent 0,2 ml d'échantillon, 1 ml de solution cuivrique qu'on a laissé agir 10 minutes et 0,1 ml du réactif de Folin. Ces tubes-là, maintenant qu'on a mis le réactif de Folin, on devra les incuber à l'obscurité. Donc, vous aurez des tiroirs où on va les couvrir de telle sorte à ne pas laisser la lumière, ne pas exposer nos échantillons à la lumière, parce que sinon, ça va détériorer, ça va fausser les résultats. Donc, on va laisser agir tout ça pendant 30 minutes à l'obscurité. On va enfermer nos tubes dans un endroit obscur et on va laisser 30 minutes. Après les 30 minutes, vous aurez ça. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir hein, le haut des tubes. Donc, vous aurez nos échantillons, farine semoule et la gamme étalon. Et selon la concentration, vous allez avoir un développement de couleur violette. Selon la concentration de protéines dans notre échantillon, la couleur, elle va être soit foncée, soit claire. Si vous vous rappelez, le blanc ne contient pas de protéines. Donc, regardez, il a encore la couleur bleue du réactif de la solution laurique qui était bleue. Par contre, la gamme étalon, on avait fait du plus concentré vers le moins concentré. Et dans le développement de la couleur ensuite, on a effectivement le plus concentré, c'est le plus foncé, puis le moins concentré a la couleur la plus claire. Maintenant, pour faire le dosage des protéines, il faudra lire l'intensité de cette coloration. Et c'est cette intensité de cette coloration à laquelle on va donner une valeur et avec laquelle on va calculer la concentration de nos deux échantillons qui ont une concentration inconnue. Le reste, je rappelle, c'est des concentrations connues qu'on a préparées nous-mêmes. Donc, pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle une lecture au spectrophotomètre à 660 nanomètres. Quand vous avez un module de technique d'analyse normalement dans lequel vous allez voir le principe du spectrophotomètre.
Mais pour résumer, ça, c'est le spectrophotomètre. Donc, bon, il y a plusieurs modèles. En gros, vous allez voir celui-là dans la salle de TP. Donc, vous avez un écran, bon, là où on va régler les longueurs d'onde, etc. Et c'est là où on va faire on va mettre notre échantillon pour la lecture. Ce qui se passe, on commence toujours avec le blanc. Pourquoi le blanc? Parce que le blanc n'a aucune protéine à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'a développé aucune couleur par rapport à la molécule qu'on cherche à doser. Mais il a quand même une couleur, c'est la couleur du réactif. Mais, mais donc, si le réactif a déjà lui-même une couleur, on ne peut pas calculer cette couleur, par exemple violette, sans prendre en considération la couleur du réactif. Ça va nous fausser le résultat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le blanc qui n'a que la couleur du réactif, qu'on va mettre dans une cuve, ça on appelle la cuve du spectrophotomètre, qu'on va mettre ici dans le lecteur. Et ça sert de tarer le spectrophotomètre. De la même manière que quand, par exemple, vous voulez peser quelque chose, quand vous voulez peser, par exemple, un échantillon dans un tube, vous allez mettre le tube ou bien la boîte sur la balance. Vous n'allez pas peser directement. Vous allez faire la tare de la balance. Donc, vous allez éliminer le poids de la boîte. Comme ça, vous pourrez peser que le contenu de votre boîte. De la même manière, on va tarer la couleur. Avec le spectrophotomètre, on tare la couleur. Le fait de mettre le blanc dans le spectro en premier, il va nous donner une valeur qui correspond à l'intensité, à la densité de la couleur du réactif. À partir de ce moment, on va appuyer sur cal, calibrer ou tarer. Ça va nous remettre à 0. À partir de là, ça veut dire qu'on a éliminé l'intensité de la couleur du réactif. Et à partir de là, on ne pourra avoir que l'intensité de la coloration de la réaction elle-même. C'est pour ça qu'on utilise le blanc. Et donc, du coup, le blanc n'aura aucune valeur. Il est égal à 0. Est-ce que c'est clair? Donc, il n'y a pas de question. Une fois qu'on a mis ce blanc et on a taré, on a calibré, on a remis le spectrophotomètre à 0, on va donc tracer un tableau qui contiendra les numéros de tube de 1 à 4 qui vont correspondre à notre gamme étalon, la solution la plus concentrée vers la moins concentrée, de concentrations connues. Donc là, je mets les concentrations parce que c'est moi qui ai préparé la gamme étalon, c'est moi qui ai fait les dilutions, donc je connais les concentrations. Et on a nos deux échantillons, semoule et farine, avec des concentrations inconnues que justement je cherche à connaître. À partir de là, le blanc, on a dit, le blanc, ça y est, sa mission, elle est finie et on n'a pas de valeur à relever du blanc. Il sert que à tarer. Quand vous allez peser quelque chose sur une balance, par exemple, je vous dis, vous allez me peser de la pomme de terre sur une balance, l'outil, c'est-à-dire la sorte de tasse ou je sais pas, que vous allez utiliser pour peser cette pomme de terre, je ne vais pas vous demander combien elle pèse. Elle sert juste à tarer pour pouvoir peser la pomme de terre qui est dans ce contenant. De la même manière, le blanc, on n'a plus de densité optique du blanc. Alors là, petit rappel sur le fonctionnement du spectrophotomètre. Donc, quand je mets la cuve ici, bien sûr, je vais fermer le couvercle. Et là, j'aurai un faisceau lumineux qui va traverser, euh, la cuve, donc de gauche à droite, ou de droite à gauche, ça dépend des appareils. Et à travers cette lumière qui va traverser, elle est réglée à une certaine longueur d'onde. Nous, on la règle selon nos besoins. Pour les protéines, on va la régler à 660 nanomètres. Et donc, c'est cette lumière qui va traverser le tube qui va, euh,
Ah, j'ai enlevé la... Voilà. C'est cette lumière qui va traverser ce tube qui va donc nous donner une densité optique, ça veut dire le degré de coloration de notre échantillon. Donc, ensuite, donc on va mettre, après avoir mis le blanc et avoir calibré, on va mettre nos 4 tubes d'abord. Et chacun des tubes, on va directement lire la valeur et on va la transcrire dans le tableau. Puis on passera à farine et semoule. On va transcrire ça dans le tableau. Donc ensuite, petite parenthèse, il se pourrait qu'il y ait une coupure dans une dizaine de minutes. Et si ça se coupe, je vais relancer la réunion et vous rejoignez. Vu qu'on a, je crois qu'on a une limite de 40 minutes euh, par séance. Donc, une fois qu'on a donc toutes nos valeurs, on va aller, donc voilà, chaque lecture, on va mettre la densité optique. Donc là, j'ai mis les valeurs comme étant A, B, C, D, E, F. C'est des valeurs comprises entre 0 et 1 en général. Parfois, quand l'échantillon est vraiment très concentré, ça dépasse un peu 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer d'abord la courbe étalon. La courbe étalon, on a nos densités optiques et on a nos concentrations. Donc, sur l'axe des X, on va mettre la concentration. Sur l'axe des Y, on va mettre la densité optique. Bon, sur Excel, donc vous allez tracer un tableau, vous allez mettre un tableau sur Excel, vous allez cliquer sur générer une courbe, nuage de points, ça va vous générer les points. Donc ces points-là correspondront donc à chaque échantillon à sa densité optique. Vous voyez que plus la concentration augmente, plus la densité optique augmente. C'est une courbe linéaire. Puis on va mettre on va mettre donc la courbe, puis on va générer l'équation l'équation linéaire. L'équation linéaire avec le R2. Le R2, il sert à dire à quel point notre courbe, elle est idéale. Donc l'idéal, c'est d'avoir 1, mais ça, c'est dans les conditions théoriques. Dans les conditions pratiques, on essaie de se rapprocher le plus possible du 1. Par exemple, là, on a 0,98, c'est très bien. Donc, on peut utiliser cette courbe comme étant vraiment un standard bien fait. Et on a généré une petite équation. Donc, y égale 0,61. Et ax plus b en général. Donc, cette courbe-là, on a le y qui correspond à la densité optique de l'échantillon. X, c'est la concentration de l'échantillon. Et donc, à partir de là, si je veux savoir la concentration de mon échantillon semoule, je vais donc faire juste l'équation. Donc, je vais mettre ça, je vais mettre la concentration, donc c'est le X. Je l'ai remplacé par concentration de la semoule, qui est égale à Y, qui est la densité optique. Ici, c'est le E, c'est pour ça que je l'ai mis E. Moins, donc, 0,126 divisé par 0,495. Et à partir de là, vous aurez la concentration de votre échantillon de semoule. De la même manière, vous faites le même calcul pour votre échantillon de farine. Donc, là, vous aurez donc une concentration en grammes par litre. Après, vous faites des règles de 3 pour revenir à une quantité de protéines par 100 grammes de farine ou de semoule. Vous avez toutes les données. Vous avez les 0,2 millilitres, vous avez la concentration, vous avez c'est-à-dire vous avez la pesée initiale de l'échantillon, etc. Avec tout ça, vous allez calculer, vous allez faire des règles de 3 jusqu'à donner un résultat de la farine contient tant de protéines par 100 grammes. La semoule contient tant de protéines par 100 grammes. X protéines par 100 grammes ou
Pourcentage, c'est la même chose. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, j'ai fini la première partie qui concerne les protéines. Donc, s'il n'y a aucune question, je vais passer à la deuxième partie. Alors, deuxième partie, elle concerne les colorants. Donc, c'est partie 2, donc évaluation des colorants alimentaires, extraction et séparation. Donc, ici, vous aurez également deux échantillons. On va avoir un premier échantillon qui sera un sirop de menthe. On va extraire les colorants à partir des sirops. C'est plus facile parce que c'est liquide. Vous aurez un sirop de menthe et un sirop de grenadine. On va faire première étape qui est l'extraction des colorants. L'extraction des colorants se subdivise en deux sous-parties, une fixation et une élution, que je vais détailler plus tard. Et ensuite, une fois les colorants extraits, on va les séparer. Le but étant de savoir est-ce que ces échantillons-là sont composés d'un seul pigment, c'est-à-dire d'un seul colorant, ou bien la couleur qu'on voit est un composé de plusieurs différents colorants. L'idéal, ça aurait été d'identifier les colorants, mais on n'a pas les moyens de les identifier. Cette séparation se fera sur chromatographie sur papier. Alors, la première étape, c'est la fixation. La fixation, elle se déroule dans un milieu acide. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir deux béchères. Dans chaque bécher, on va vous donner de la laine brute, qui est non traitée. Donc, cette laine, vous allez prendre un petit morceau dans chacun des deux béchers. On va faire la fixation du colorant sur cette laine. Vous allez détailler plus tard dans le compte rendu pourquoi on utilise précisément la laine et pas un autre matériau, par exemple du coton hydrophile, etc. Donc, on va mettre dans chacun des deux béchers 2 millilitres d'échantillon. Donc, le premier bécher, on va mettre 2 millilitres de sirop de menthe avec le morceau de laine. Le deuxième, on va mettre 2 millilitres de sirop de grenadine avec le morceau de laine. À ce petit mélange, on va rajouter de l'acide acétique. Ça sera le milieu acide qui va faire fixer les colorants dans la laine. L'acide acétique, si vous sentez l'acide acétique, vous allez un peu sentir les vapeurs de l'acide. Ça, vous aurez l'odeur du vinaigre. D'ailleurs, le vinaigre, vous avez soit le vrai vinaigre, soit ce qu'on appelle, vous allez voir vous voyez le vinaigre que vous utilisez. Parfois, c'est écrit vinaigre, parfois, c'est écrit condiment acidifiant. C'est-à-dire que c'est pas du vrai vinaigre. Justement, on remplace le vinaigre par une préparation à base d'acide acétique. Et donc, c'est ce qui est. D'ailleurs, le vinaigre, le vrai vinaigre, contient de l'acide acétique, hein. C'est pas complètement différent. Mais pour que ce soit moins cher, on va justement mettre que de l'acide acétique avec un colorant ou autre. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que l'acide acétique a la même odeur que le vinaigre. Et vous allez faire la parallèle. On va fixer la couleur sur la laine à l'aide de l'acide acétique, alors que d'habitude, à la maison, si on veut fixer la couleur d'un vêtement, on met du vinaigre dans l'eau de rinçage du vêtement. C'est la même réaction qui se produit. L'acide acétique contenu dans le vinaigre va aider à fixer les couleurs du vêtement pour pas qu'il se déteigne. Donc, lorsqu'on fait donc ce mélange-là, la réaction va se produire. Cependant, elle va se produire lentement. Afin d'accélérer la réaction, on va mettre nos béchers sur une plaque chauffante et on va agiter pendant une dizaine de minutes. Alors là, vous retenez bien certaines consignes qui vont vous servir lors du TP. Lorsqu'on va mettre la laine sur la plaque chauffante, il faut remuer sans arrêt parce que si la laine chauffe trop, elle va fondre et si elle va fondre, ça y est, il faut tout recommencer.
Aussi, et il faut agiter et il faut faire attention à ce que la laine ne chauffe pas trop. Auquel cas, ça va brûler et donc ça va dégrader les colorants. Vous allez même voir un changement de couleur. Votre échantillon de grenadine rouge va devenir marron, ça va caraméliser. Votre échantillon de menthe va devenir moins vert, il va devenir plus terne. Et là aussi, ça va vous fausser les résultats pour plus tard. Donc il faut faire attention, c'est pas 10 minutes, c'est on va contrôler avec vous, c'est lorsque on verra que la laine aura fixé pratiquement tout le colorant. Ensuite, une fois que on aura agité, on aura chauffé, la laine aura fixé ses colorants, on va rincer à l'eau courante. Donc, on va mettre notre morceau de laine sous le robinet et on va le rincer très bien afin d'éliminer toute trace d'acide acétique. Là, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune trace d'acide acétique, sinon l'étape d'après ne va pas se dérouler. S'il y a encore de l'acide acétique dans notre échantillon. Donc, on va éliminer l'acide acétique en rinçant avec l'eau. Après, donc du coup, on aura dans nos béchères les deux morceaux de laine, un morceau vert, un morceau rouge. On va faire l'élution. L'élution, donc, si on a fixé avec un acide, on va enlever avec une base, ce qui est un peu logique. C'est pour ça que s'il reste encore un peu de molécules d'acide acétique dans la laine, l'élution avec la base ne va pas se produire, parce qu'on va avoir une neutralisation du pH. Donc, pour l'élution, on va utiliser le NaOH. De la même manière, on va mettre 2 millilitres dans chaque échantillon et de la même manière, on va agiter en chauffant pendant 10 minutes. Alors, quand on cherchait dans la première étape à ce que la couleur se fixe, là, on cherche à ce que le NaOH qu'on a mis devienne soit vert pour le sirop de menthe, soit rouge pour le sirop de grenadine. Dès qu'il devient rouge ou vert, c'est-à-dire qu'on a éliminé la plupart du colorant des laines, on va transvaser ça dans des petits tubes pour passer à l'étape suivante. Alors, vous pourrez me poser peut-être une question qui est, vu que c'est liquide, vu que le sirop est liquide, pourquoi on n'utilise pas directement le sirop tel quel pour aller faire la chromatographie et séparer les colorants? Pourquoi on veut le fixer d'abord sur la laine, puis l'enlever de la laine? Est-ce que quelqu'un aurait une petite réponse? Non? Alors, en fait, le sirop ne contient pas que du colorant. Il contient majoritairement du sucre, des arômes, d'autres molécules. Donc, le fait de faire l'étape de fixation et d'élution permet d'avoir à la fin un échantillon qui ne contient que du colorant. Parce que si on met après le sucre et tout, déjà même la consistance du sirop n'est pas la même que l'échantillon qu'on va avoir à la fin. Donc, au final, la première étape de fixation, elle sert à séparer les colorants des autres constituants du sirop, qui sont le sucre, les arômes, peut-être d'autres constituants si ce n'est pas un sirop. Puis, ce colorant qui a été séparé, il s'est retrouvé fixé dans la laine, on va l'éluer pour l'avoir dans ces tubes. Ensuite, on va passer à la chromatographie sur papier. Donc, la chromatographie sur papier, c'est quoi? C'est une séparation de molécules selon leur affinité avec le solvant. Donc, vous avez vous avez plusieurs types de chromatographie. On utilise chromatographie sur papier, sur colonne, sur couche mince, selon les molécules qu'on veut séparer. Dans ce TP, on va utiliser la chromatographie sur papier, c'est-à-dire qu'on va vous donner un papier et dans lequel on va mettre nos échantillons et il va nous laisser séparer les différentes molécules des échantillons. Ces molécules seront séparées selon l'affinité avec le solvant. Je vais détailler ça. Donc, vous avez ici le papier et vous aurez un bécher qui va contenir de l'éthanol plus le NaOH. Donc,
Le papier toute forme de chromatographie contient une phase stationnaire et une phase mobile. Dans la chromatographie sur papier, la phase stationnaire, c'est le papier. La phase mobile, c'est le solvant. Éthanol plus NaOH, on appelle ça le solvant. Pourquoi phase stationnaire et pourquoi phase mobile? Parce que le papier ne va pas bouger. C'est la phase mobile qui va se déplacer sur la phase stationnaire pour me séparer les molécules. Parce que je vais mettre en contact le papier avec le solvant. Et si je mets en contact le papier avec le solvant, par capillarité, de la même manière, si vous mettez un morceau de sucre au-dessus du café, vous allez voir le café monter sur le morceau de sucre qui va devenir brun. De la même manière, par le même phénomène, l'éthanol et le NaOH vont migrer lors du contact du papier avec l'éthanol. L'éthanol et le NaOH vont aller monter et se déplacer sur le papier. C'est pour ça qu'on appelle ce solvant, c'est lui la phase mobile, c'est lui qui va se déplacer sur la phase stationnaire qui va, elle, rester fixe. Et en se déplaçant, il va entraîner avec lui les molécules selon son affinité avec les molécules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir nos deux échantillons. À l'aide de seringues, on va mettre deux petites taches. Ces deux petites taches, donc on va les condenser au maximum, faire les plus petites taches possibles pour avoir une meilleure migration. Une fois qu'on aura mis les taches, voilà, on va mettre en contact le solvant avec la phase stationnaire avec le solvant et on va avoir l'éthanol qui va donc migrer par capillarité et lorsqu'il va croiser nos échantillons, il va les pousser avec eux vers le haut. Et selon son affinité avec les colorants, soit s'il a une grande affinité, il va les pousser loin. S'il a une faible affinité, il ne va pas les pousser loin. Et donc, lorsqu'on a un échantillon qui est composé d'une seule couleur, on va avoir une seule tache de couleur. Et s'il est à la fin, et s'il est composé de plusieurs colorants, on va avoir deux taches. On va avoir 2, 3, selon la constitution du colorant. Si par exemple j'ai deux couleurs, deux pigments qui ont servi à faire une de ces couleurs-là, on va avoir deux taches. Ces deux taches, elles vont être séparées selon leur affinité au solvant. Celui qui a le plus d'affinité va se déplacer le plus loin, celui qui a le moins d'affinité va rester un peu plus bas. Et donc, c'est avec ça qu'on va un peu séparer les colorants pour voir de quoi ils sont constitués. Donc, ensuite, on va interpréter, selon ces résultats, la composition de nos deux colorants. Ça, c'est la fin du tableau. Maintenant, je vous demande, est-ce que vous avez des questions? Madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris la séparation des molécules. Lorsque je mets le papier avec le solvant. Oui, c'est ça. Alors, lorsque je mets le papier dans le solvant, vous avez le solvant qui va monter. Il va monter à travers le papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le papier en contact avec le solvant, mais les deux taches, elles ne doivent pas être à l'intérieur du solvant, parce que sinon, elles vont se dissoudre dans le solvant et ça ne sert plus à rien. Donc, par exemple, les taches, regardez, le solvant, il est là. Normalement, vous voyez le curseur. Le solvant, il est là. Les taches, elles sont plus hautes. Et c'est là que je vais m'arrêter. Puis ce solvant, il va monter par capillarité. En montant par capillarité, il a une affinité avec les colorants. C'est-à-dire que ce solvant va pouvoir dissoudre ces colorants et ils vont pouvoir se solubiliser dans ce solvant. Donc, en montant, le solvant va croiser le colorant. Quand il va le croiser, il va se lier à lui et donc il va le pousser avec lui vers le haut en se déplaçant. Et plus il a une affinité, l'affinité, c'est la capacité du solvant à s'accrocher à la molécule. Donc, si par exemple, il a plusieurs points d'attache, il peut très bien s'accrocher à lui.
On va dire qu'il a une très grande affinité, donc il peut le pousser très loin. Il va le pousser le plus loin possible avec lui vers le haut. Mais s'il a une faible affinité, il n'a pas beaucoup de points d'accroche, de la même manière que si, par exemple, vous prenez 2 objets différents, même s'ils ont le même poids. Un, vous avez carrément une main, c'est-à-dire comme pour une valise, dans laquelle vous pouvez mettre votre main pour bien accrocher et vous poussez cette valise-là. Comme vous l'avez bien accrochée, vous pouvez la pousser très loin. On va dire que vous avez une bonne affinité avec la valise, elle a une bonne affinité avec vous parce que vous pouvez bien vous accrocher à elle, elle peut bien vous accrocher à vous et vous pouvez la pousser très loin. Si je prends la même valise, mais sans la petite main, avec le même poids, comme vous n'avez pas très bien comment vous accrocher vos mains à cette valise, même si vous la poussez, au bout d'un moment, vous ne pourrez plus la pousser loin, vous allez la lâcher. Et donc, on va dire que les 2 valises, qu'elles soient avec main ou pas, ont des affinités différentes avec vous, qu'on considère le solvant. De la même manière, le solvant, soit il a beaucoup de points d'accroche pour bien se fixer à la molécule et donc il va l'entraîner loin, ou il ne va pas avoir beaucoup de points de fixation, il ne va pas l'entraîner très loin. Et si notre colorant est composé de plusieurs molécules, parce que vous savez qu'on peut mélanger plusieurs, par exemple, je peux mélanger le rouge et le jaune, j'obtiens du orange. Et ce orange, si je le mets ici, le solvant va aller, il va croiser donc le pigment rouge et le pigment jaune qui sont mélangés pour me donner l'orange, mais en se déplaçant, disons qu'il a plus d'affinité avec le rouge qu'avec le jaune. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser, pousser, pousser le jaune. Après un moment donné, il va le lâcher. Donc, il va rester à un certain niveau de, de la, du papier et il va continuer en prenant avec lui que le rouge. Donc, votre point qui était initialement orange, on va le voir séparé en une tache jaune et une tache rouge. Et si on voit une seule tache à la fin, ça veut dire que cet échantillon ne contient qu'un seul pigment qui a été poussé par le solvant. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci beaucoup. Très bien. Donc, là, c'est le résumé de tout le TP que vous allez faire. Ce qu'on va faire, c'est que je vous demande vraiment, vraiment, les personnes qui n'ont pas assisté maintenant, qui n'ont pas pu se connecter ou autre, de voir et revoir, si besoin, cet enregistrement pour connaître exactement tous les détails de la manipulation. Parce que vraiment, on n'aura pas le temps le jour du TP pour pouvoir tout expliquer et déjà qu'on a 1 heure de moins, donc on ne pourra pas tout faire. Je vais vous envoyer un PDF qui va vous résumer les différentes étapes à faire le jour du TP. Parce que comme on va faire les 2 TP, on ne va pas faire le premier, puis une fois fini, on va faire le deuxième. Pour gagner du temps, on va faire les 2 en même temps. C'est-à-dire que pendant que, par exemple, vous faites décanter pendant 5 minutes les protéines, on va faire une des étapes des colorants pour gagner du temps. Donc, je vais vous lister les étapes une par une à faire. Donc, je vais vous l'envoyer sous format PDF. Vous pouvez vous le ramener avec vous le jour du TP. Vous pouvez l'imprimer ou le ramener sur votre téléphone, ça pose aucun problème. Et donc, à partir de là, si entre-temps vous avez des questions, là, vous pouvez m'envoyer vos questions. D'ici, quand même, le TP se déroulera donc dans 3 semaines. Donc, on a encore le temps. Et vous aurez peut-être pas 2 échantillons chacun. On va peut-être diviser le groupe en 2. Donc, par exemple, pour les colorants, vous aurez la moitié des sous-groupes qui auront le rouge, la moitié qui auront le vert, la moitié qui auront la farine, la moitié qui auront la semoule. Puis pour le compte rendu, sur lequel vous serez évalué pour le TP, qui vous servira de note de TP, vous allez vous échanger vos résultats pour les interprétations. Alors, normalement, on va faire les 2. Mais
sous réserve qu'on ait tout le matériel et tous les réactifs qu'il faut. Donc, vous vous préparez pour les 2 TP et j'espère que d'ici là, on pourra réunir tout ce qu'il faut pour faire les 2 manips. Normalement, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment, par rapport au TP. Si j'ai d'autres informations ou autre chose à vous communiquer, je vous le ferai par mail via la DLP. Donc, si vous n'avez aucune question, euh, je vous libère et je vous remercie pour votre présence. Madame, Oui, madame, excusez-moi, j'ai une petite question. Concernant la courbe que vous avez tracée, la courbe B est là, à D'accord. oui. Pour y égale à x plus b, Oui. est-ce que donc, les chiffres ils sont toujours standards ou là ça change? Ces chiffres-là, Oui. non, ils ne sont pas standards. Parce que sinon, on aurait eu une courbe bien connue, une formule bien connue, et on aurait travaillé avec toute notre vie sur plusieurs générations. En fait, ça dépendra, parce qu'en fait, comme c'est des réactions chimiques qui se passent, à chaque fois qu'on fait un dosage, on est censé faire une gamme étalon en même temps. Parce que la gamme étalon doit se faire dans les mêmes conditions que les échantillons qui sont inconnus. Pourquoi? Parce que quand je fais réagir mes molécules, la densité de couleur qui va se produire, elle va dépendre par exemple, la qualité de l'eau distillée que j'ai utilisée, la température ambiante, la pression atmosphérique, etc. C'est-à-dire une courbe ici ou là sur une montagne, ça ne va pas faire la même réaction. Tous ces paramètres externes vont influer sur la qualité de la réaction et sa densité. C'est-à-dire à quel point la réaction, elle se fait. Donc, normalement, pour chaque dosage qu'on fait, on doit faire une courbe étalon à côté, dans les mêmes conditions. D'ailleurs, c'est le principe de la courbe étalon. D'ailleurs, on a dit, c'est les mêmes volumes, c'est les mêmes réactifs et c'est les mêmes conditions de travail. Elle doit se faire en même temps que le dosage. Donc, donc peut-être que pour des raisons de praticité, peut-être que vous n'aurez pas à la faire. Nous, on va vous faire une seule courbe le jour du TP, on va vous donner les résultats. Parce que d'habitude, si le temps suffit, vous faites vous-même, chaque sous-groupe fait sa propre courbe. On verra selon le temps qu'on aura. Si vous pouvez le faire, vous le ferez. Si vous ne pouvez pas le faire, on va faire nous-mêmes. Mais ça sera quand même S'il les vous mêmes plaît, madame, conditions. c'est quoi Oui. le R au carré? R au- Le R au carré. Le R au carré, c'est le coefficient de corrélation, je pense. Si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Tout ce que je sais, c'est que ce chiffre, il est contenu de 0 à 1. Et il vous donne à quel point, vous voyez la courbe, le trait linéaire, normalement, il doit passer par tous les points. S'il passe par tous les points, 100% des points, le R sera égal à 1. Ça veut dire que votre courbe est parfaite. Et sinon, comme dans la pratique, il ne passera jamais par les 4 points directement. On va dire la courbe linéaire doit passer par le maximum de points. Par exemple, ici, elle passe sur 3 points. Le quatrième, elle s'en éloigne un tout petit peu. Et ce R va vous servir à savoir est-ce que votre courbe est bien ou pas. Par exemple, si j'ai ce point, il est complètement éloigné. Ce R va diminuer. Ça veut dire que la confiance que vous allez accorder à votre courbe étalon ne va pas être élevée. C'est-à-dire il vaut mieux. Par exemple, si on se retrouve avec un R2 de 0,7 ou 0,6, ça veut dire qu'il vaut mieux ne même pas utiliser cette courbe étalon. Elle est un peu faussée. D'accord? C'est à ça que ça sert le R2. C'est à voir à quel point cette courbe, elle est bien faite. C'est tout. Et pour la D'accord, deuxième merci. équation, la concentration de la solution, je pense. Ça, c'est celle-là, celle qui vient d'apparaître. Oui. Celle-là, Pour le c'est juste... E, Oui. pour le c'est des calculs à faire pour extraire ce E-là, non? Non, le E là, il est là. Regardez. Ah, d'accord. C'est la D'accord, densité d'accord, optique. c'est bon, c'est C'est au lieu de mettre E directement, j'ai mis le Y. C'est-à-dire, vous ne faites pas YE. Y, vous le remplacez par la valeur E ou la valeur F selon l'échantillon que vous voulez doser. C'est la D'accord. concentration que vous voulez. Voilà. D'accord, merci madame. De rien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions,
je vous dis à la prochaine. Madame, s'il vous plaît, Oui, la séparation des colorants. euh, oui. Madame, à la fin كامل هذيك Ah, l'application pour la تاعها. chromatographie. Oui, D'accord, j'arrive. Voilà. Oui, d'accord. Madame, هذيك اللي رانا حاطين فيها les colorants, les points de couleur. oui. On n'a plus phase stationnaire ou là? J'ai pas compris واش سميناهم. Ça, le papier entier, on l'appelle D'accord. stationnaire parce que c'est lui qui reste stable et la phase mobile, elle va se déplacer quand je vais mettre en هذوك les contact. colorants. Non, les colorants, c'est les échantillons. C'est tout. Madame, mais كي نحطوها في la phase mobile, les échantillons se déplacent. Les échantillons se déplacent, mais c'est les échantillons. On ne les considère pas comme phase parce qu'ils ne font pas partie de la chromatographie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la phase stationnaire et la phase mobile, c'est les composants d'une chromatographie, plus les échantillons. Et ce n'est pas les échantillons qui vont se déplacer. Les échantillons, ils vont être déplacés. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la phase mobile, l'éthanol, lui, il se déplace. Et l'échantillon, il va être lui-même déplacé. Ce n'est pas lui qui va se déplacer. Wahdo. C'est comme si vous montez dans une voiture pour vous déplacer de votre maison à l'université. C'est la voiture qui se déplace. Vous êtes dans la Oui, voiture. Donc, si on considère la route comme phase stationnaire et que la voiture est la phase mobile, parce que c'est elle qui se déplace sur la phase stationnaire qui est la route, par exemple, vous êtes l'échantillon qui est déplacé par la voiture. Vous ne vous déplacez pas vous-même. Vous d'accord. restez stable. C'est la voiture qui, c'est-à-dire, bon, on roule un bus parce que ça, vous êtes assise et vous faites rien. Vous êtes déplacé. Vous ne vous déplacez pas toute seule. De la même manière, l'échantillon, il est là, il est fixe, il fait rien. Et c'est la phase mobile qui vient le croiser et le prendre avec elle. D'accord? D'accord. Grâce à la phase mobile, هذوك l'échantillon, il va déplacer. Oui, si par exemple, je reviens ici et je laisse mes échantillons ici, il ne se passera rien. Ils resteront ici éternellement. C'est lorsque je mets la phase mobile en contact avec la phase stationnaire et la phase mobile va se déplacer, c'est elle qui va pousser avec elle les colorants et elle va les séparer. Et le même principe s'opère dans tout type de chromatographie. Parce que vous allez voir par la suite, il y aura des chromatographies sur couche mince, sur colonne, etc. C'est exactement le même principe. L'échantillon, il est fixe, c'est-à-dire il est posé sur la phase stationnaire, il ne bouge pas. C'est la phase mobile qui vient le déplacer. Donc, l'échantillon restera avec le terme échantillon, c'est un échantillon, c'est tout. D'accord? D'accord. Merci, madame. Très bien, de rien. Madame, s'il vous plaît, j'ai une petite question. Oui, Madame, pourquoi on a chauffé la laine avec le chauffage pendant 10 minutes? Ça sert à quoi? on a chauffé pour accélérer la réaction. C'est-à-dire quand vous mettez, même pour le NaOH, on chauffe. Parce que si vous faites, si vous laissez l'acide acétique avec le colorant et la laine, vous allez avoir une fixation. Mais la réaction se déroulera tellement lentement qu'il faudra attendre peut-être une journée ou là. Parce que même, par exemple, quand on vous dit de mettre, je parle du NaOH, parfois vous avez la même chose hein, par rapport au colorant. À la maison, vous avez un linge qui déteint, on vous dit de mettre de la soude. NaOH, c'est la soude, c'est les cristaux de soude. On vous dit de mettre de la soude et on vous dit de mettre le vêtement d'étain derrière le mélange eau et NaOH et de le laisser par exemple 24 heures pour qu'il agisse. Après, vous rincez. Nous, on ne peut pas laisser 24 heures, donc ce qu'on va faire, on va chauffer. Et le chauffage va accélérer la réaction. C'est à ça que ça sert le chauffage. C'est tout. D'accord, merci. Que ce soit pour l'acide ou pour la base. Ça sert à accélérer la réaction.
C'est tout. Merci, madame. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais attendre 1 minute pour être sûr qu'il n'y a plus de questions. Bon, voilà, donc s'il n'y a plus de questions, je vous enverrai le lien de l'enregistrement via votre délégué et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis dans 3 semaines pour le TP en présentiel. Voilà, je vous remercie.